Mon nouveau beau-frère a souri. Toujours le même perdant discret de l'école, hein. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce que quelqu'un au dîner demande « Attends, ne es-tu pas le gars qui possède ?» Et c'est là que son visage a changé. Je m'appelle Eric. J'ai 33 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été l'enfant dont on oubliait la présence dans la pièce. Non pas d'une manière dramatique de victime de harcèlement quotidien. Plutôt comme un meuble. Je suis allé dans un grand lycée public du centre de l'Ohio. Le genre où, si vous n'étiez pas membre d'une équipe universitaire, vous étiez pratiquement invisible. Je jouais au club d'échecs. Je faisais de la robotique. Je portais les 3 mêmes sweats à capuche en rotation et mangeais le déjeuner avec 2 gars tout aussi oubliables. Nous n'étions pas harcelés. Nous n'étions tout simplement pas choisis du tout. Didier Blanc avait 2 ans d'avance sur moi. Baseball universitaire, roi du bal de promo, la totale. Je doute qu'il ait connu mon nom à l'époque. Je doute qu'il ait su que j'existais. Ce n'est pas de l'amertume. C'est juste des maths. Il y avait 1800 élèves dans cette école, et le monde de Didier en comptait peut-être 40. 15 ans plus tard, ma sœur cadette, Laurence, commence à sortir avec ce gars. Elle a 28 ans à l'époque, travaille comme responsable de bureau dans un cabinet dentaire, et elle est folle de lui. Il est dans les ventes médicales. Il est tellement motivé. Il a joué au baseball à l'université. Elle me raconte tout cela au téléphone, et je suis heureux pour elle. Sincèrement, Laurence et moi avons toujours été proches en grandissant. Elle a 3 ans de moins et me suivait partout comme une ombre. Nous nous sommes un peu éloignés dans la vingtaine, juste des choses de la vie, des villes différentes, des horaires différents, mais la fondation était solide. Puis j'ai rencontré Didier à Thanksgiving. Je l'ai reconnu immédiatement. Non pas parce que nous avions été amis, mais parce que lorsque vous passez 4 ans à être invisible, vous mémorisez les visages de toutes les personnes qui ne vous ont jamais vu. Il ressemblait presque au même, plus épais au milieu, les cheveux un peu plus fins, mais le même sourire facile. La même façon de scanner une pièce, comme s'il vérifiait qu'il valait la peine d'être abordé. Il m'a serré la main et a dit, « Alors, tu es le frère. Laurence dit que tu fais quelque chose avec les ordinateurs, la cybersécurité. » J'ai dit, « Sympa, l'informatique. Mon pote fait ça. » Il dit, « C'est un travail difficile. » Il s'est tourné vers mon père et a commencé à parler des buquets avant que je puisse répondre, et c'était bien. Je n'avais pas besoin que Didier Blanc soit impressionné par moi. J'avais cessé d'en avoir besoin de quiconque il y a longtemps. Voici la chose que je devrais probablement expliquer. Après l'université, j'ai cofondé une entreprise de cybersécurité avec mon colocataire, Xavier. Nous avons commencé dans son appartement à faire des tests d'intrusion pour les petites entreprises. 5 ans plus tard, nous avions 40 employés et des contrats avec 3 réseaux hospitaliers et une poignée d'entreprises manufacturières de taille moyenne. Il y a 2 ans, une plus grande entreprise nous a acquis. Je suis resté en tant que chef de division. Je ne donnerai pas de chiffres exacts, mais l'acquisition a été un argent qui a changé ma vie. Pas l'argent d'un jet privé, mais l'argent qui ne permet de ne plus jamais s'inquiéter d'une hypothèque. Je n'en parle pas, non pas parce que je suis humble. Je suis honnêtement juste réservé. Je conduis une Civic. Je vis dans une jolie maison de ville qui ressemble à toutes les autres maisons de ville du quartier. Je ne porte pas de montre ni de costume. Si vous me rencontriez à un barbecue, vous devineriez que je gagnais 60 000 $ et que ça me convenait très bien. Et c'est apparemment ce que Didier a deviné. Au cours de l'année suivante, chaque fois que nous étions dans la même pièce, Didier trouvait un moyen de se positionner au-dessus de moi. Ce n'était jamais bruyant, jamais agressif. C'est ce qui le rendait si efficace. Il l'enveloppait d'humour. Lors de la fête de fiançailles de Laurence et Didier, leur ami Kevin a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Didier m'a tapé sur l'épaule et a dit, « Eric empêche Internet de planter. » Des choses très importantes. Tout le monde a ri. J'ai souri. Cela ne valait pas la peine de se battre. À Noël, la mère de Didier, Sylvie et j'y viendrai parce que c'est une sacrée bonne femme, m'a demandé si je faisais toujours le truc informatique et si j'avais pensé à me lancer dans la vente. Où est le vrai argent? Didier a juste souri derrière son verre de vin. Laurence m'a serré le bras sous la table et a murmuré, ignore-les. Mais voici ce qui m'a dérangé.
Laurence savait exactement ce que je faisais. Elle était au courant de l'entreprise, de l'acquisition, de toute l'histoire. Je lui avais dit il y a des années, et je lui avais demandé de rester discrète parce que je ne voulais pas que la dynamique familiale devienne étrange. Elle avait accepté. Mais rester discrète était devenu autre chose. Elle ne se contentait pas de ne pas en parler. Elle laissait Didier construire tout un récit autour de moi, comme étant un gars de la technologie tranquille et sous-payé qui n'avait jamais réussi sa vie. Et elle ne l'a jamais corrigé une seule fois. J'ai laissé passer. J'ai continué à laisser passer parce que Laurence était heureuse, mes parents étaient heureux, et j'avais de meilleures choses à faire que de discuter avec un gars dont la plus grande réussite était d'atteindre un quota de vente régionale. Puis j'ai remarqué quelque chose qui a changé les choses. C'était à la réception de mariage de Laurence et Didier il y a environ 8 mois. J'étais au bar pour prendre un verre quand l'ami universitaire de Didier lui montrait quelque chose sur son téléphone. Didier a posé son verre et son badge de travail a glissé de sa poche de veste sur le bar. Je l'ai regardé. Le logo sur ce badge était Vantage Medical Technology. Je l'ai regardé pendant probablement 3 secondes parce que Vantage Medical Technology était l'un de nos clients. Pas le mien personnellement. Une autre division gérait leur compte, mais je connaissais le nom. Je connaissais le contrat. Je savais qu'il était en renouvellement dans environ 8 mois. Didier n'en avait absolument aucune idée. Il n'y avait absolument aucune raison qu'il en ait. Il était un représentant des ventes régionales. Le fournisseur de cybersécurité utilisé par son entreprise était aussi pertinent pour sa vie quotidienne que la marque de papier toilette dans les toilettes du bureau. J'ai pris mon verre et je suis parti. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Mais je l'ai rangé dans un coin de ma mémoire. La façon dont vous le faites lorsque vous trouvez une pièce de puzzle dont vous savez qu'elle aura de l'importance plus tard, mais vous ne savez pas encore comment. Le mariage s'est bien passé. J'ai porté un toast. Il était court et sincère et Laurence a pleuré. Didier m'a serré la main après et a dit « Bon travail, mec. Je ne pensais pas que tu en étais capable. » J'ai souri et j'ai dit « Merci. » 3 semaines après le mariage, Laurence m'a appelé. Il était tard, presque 23 heures un mardi, et elle semblait fatiguée. Nous avons parlé de rien pendant quelques minutes. Nos parents, son nouvel appartement, une émission qu'elle regardait, et puis elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Didier pense que tu es un peu ne prends pas ça mal. Il pense que tu es un peu une mauviette. Et je lui ai dit que ce n'était pas juste. Mais je pense aussi que tu pourrais, je ne sais pas, te défendre un peu plus. Comme s'il n'essayait pas d'être méchant. Il ne sait juste pas comment te lire. Je suis resté silencieux un instant. À quoi ressemblerait le fait de me défendre exactement? Je ne sais pas. Ne sois pas si silencieux à propos des choses. Dis aux gens ce que tu fais. Sois fier de ça. Je suis fier de ça. Alors pourquoi n'en parles-tu jamais? Parce que je n'en ai pas besoin. Elle a soupiré. Je dis juste que si tu te mettais plus en avant, Didier te respecterait davantage. C'est tout. J'ai failli lui dire. J'ai failli dire, Laurence, j'ai vendu l'entreprise. Je me porte bien. Mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Elle ne me demandait pas de me vanter. Elle me demandait de lui faciliter la vie. Elle gérait l'ego de Didier, et elle voulait que je joue un rôle dans cette gestion. Lui donner juste assez pour qu'il cesse de me taquiner, et qu'elle puisse cesser de se sentir coupable. J'ai dit, j'y réfléchirai, et j'ai raccroché. Cet appel téléphonique est le moment où les choses ont commencé à changer pour moi, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'ai finalement compris l'arrangement. Laurence avait choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Après l'appel de Laurence, je n'ai pas changé ma façon d'agir avec la famille. Je me présentais toujours quand je devais le faire. J'apportais toujours du vin au dîner, je posais toujours des questions à Didier sur le travail, je laissais toujours ces petites remarques glisser. Mais quelque chose en moi s'était recalibré. Je ne jouais plus la patience. J'observais. Et une fois que vous commencez à observer Didier Blanc, vous remarquez des choses comme le fait qu'il ne posait jamais de vraies questions à personne. Tout était soit une mise en scène pour sa propre histoire, soit une occasion de se mesurer à la personne à qui il parlait. Lors d'un dîner en février, mon père a mentionné qu'il pensait à remplacer les gouttières de la maison. Didier a passé 15 minutes à expliquer pourquoi il opterait pour de l'aluminium sans soudure, quel calibre,
quelle marque, en faisant référence à un ami dans la construction, puis s'est tourné vers moi et a dit, tu es probablement plus du genre à embaucher quelqu'un, n'est-ce pas, Eric? Mon père, un électricien à la retraite qui avait fait ses propres gouttières pendant 40 ans, est resté assis à mâcher. Ou la fois où Didier a découvert que j'avais fait un week-end à Chicago, il a demandé avec qui j'étais allé, j'ai dit, un ami de l'université. Il a ricané et a dit, escapade romantique ou juste les gars. Et quand j'ai dit que c'était juste un ami, il a fait ce mouvement de tête lent. Cool, cool. Tant mieux pour toi, mec. Tu sors. Comme si j'étais un reclus en convalescence et qu'il était fier de mes progrès. Laurence riait à ces moments-là. Pas cruellement, nerveusement. La façon dont vous riez quand quelqu'un raconte une mauvaise blague et que vous espérez que personne ne le remarque si vous continuez juste à avancer. Ma mère a remarqué, cependant. Un dimanche après le brunch, elle m'a pris à part dans la cuisine pendant que Laurence et Didier étaient dans le salon. Tu sais, il ne le pense pas, a-t-elle dit en dessinant une assiette. Quoi donc? Les taquineries. Il est juste comme ça. Laurence dit qu'il est le même avec ses propres amis. Je ne suis pas son ami, maman. Je suis le frère de sa femme. Elle a posé l'assiette et m'a regardé. Je sais. Je ne veux juste pas que tu te retires de ta sœur à cause de ça. Je ne me retire pas. Tu sembles différent ces derniers temps. Plus calme. J'ai failli rire. Maman, j'ai toujours été calme. Elle m'a touché le bras et est retournée à la vaisselle. Et je suis resté là, réalisant que ma propre mère faisait la même chose que Laurence, me demandant d'absorber ça. De garder la paix. De ne pas en faire toute une histoire. C'est là que ça devient intéressant. Vers mars, j'étais en appel de revue trimestrielle au travail. Des choses de routine, rétention des clients, pipeline de renouvellement, projection de revenus. Ma collègue Hélène passait en revue les comptes et elle a sorti Vantage Medical Technology. Le contrat se renouvelait en septembre et il y avait eu des allers-retours concernant l'expansion de la portée de leur package de protection des points d'accès. Ils ont été excellents à travailler avec, a dit Hélène. Leur directeur informatique nous adore. La seule chose étrange, c'est que l'un de leurs vendeurs dit aux gens que son beau-frère travaille dans le support informatique. L'un de nos gestionnaires de compte l'a entendu lors d'un événement de réseautage et a dit, oh, comme dans notre entreprise. Et le gars n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Je n'ai pas réagi. Quel vendeur? J'ai tapé. Je n'ai pas le nom. C'est juste venu dans la conversation. Drôle de coïncidence, cependant. Oui, ai-je dit. Drôle. Après l'appel, je suis resté assis à mon bureau un moment. Je n'étais pas vraiment en colère. Je faisais les calculs. Didier ne faisait pas seulement des blagues lors des dîners de famille. Il était dans le monde professionnel, racontant à des gens, des collègues, des contacts, des relations de réseautage, que son beau-frère était un simple technicien d'assistance. Et il le faisait spécifiquement pour se faire bien voir par comparaison. La même semaine, j'ai déjeuné avec mon associé, Xavier. Nous nous rencontrions toujours tous les mois environ. Je lui ai parlé de Didier, de la connexion Vantage, de toute la situation. Xavier a posé sa fourchette et a dit, alors, ce gars travaille pour ton client et ne sait même pas qui tu es. Il sait que j'existe. Il pense juste que je répare les imprimantes. Xavier a secoué la tête et a dit, et tu as juste laissé ça filer. Ça n'avait pas d'importance avant, et maintenant j'y ai réfléchi. Ça n'a toujours pas d'importance. Mais j'en ai marre de faire des détours pour le garder caché. C'est ça le changement. Je n'allais pas orchestrer une grande révélation. Je n'allais pas débouler dans un dîner de famille et jeter des cartes de visite sur la table, mais j'en avais marre d'aider activement Didier à rester confortable dans son ignorance. Si la vérité éclatait, elle éclatait. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça se passe comme ça. Deux choses se sont produites rapidement, qui ont préparé le terrain. Premièrement, le voisin de mon père, un retraité nommé Gérard, a mentionné qu'il recevait des gens pour un barbecue du 4 juillet et a demandé si notre famille voulait se joindre. Mes parents ont dit oui. Laurence et Didier prévoyaient déjà d'être en ville. C'est donc devenu une chose combinée. Les amis de Gérard, notre famille, quelques-uns des parents de Didier, y compris Sylvie. Deuxièmement, Laurence m'a appelé à la mi-juin.
Elle était stressée par quelque chose au travail et avait besoin de se défouler, ce qui était bien, mais elle a ensuite abordé le sujet que j'apprenais à reconnaître. Didier a vraiment travaillé dur sur ce gros compte au travail, a-t-elle dit. Il est vraiment à la tâche. Il est en lice pour une sorte de reconnaissance si ça aboutit. Tant mieux pour lui. Je veux juste que ce week-end soit agréable. D'accord. Quand nous viendrons pour le barbecue, pas de bizarrerie. Quand y a-t-il eu de la bizarrerie? Tu sais ce que je veux dire, Eric? Laisse-le avoir son truc. Il a été stressé. J'ai fait une pause. Laurence, ai-je déjà fait une scène lors d'un événement familial? Non. Non, tu ne l'as pas fait. Je le sais. Alors pourquoi m'appelles-tu pour ça? Elle est restée silencieuse un instant. Parce que parfois tu as ce regard comme si tu tenais le score. Je ne tiens pas le score. D'accord, je te crois. Je veux juste c'est mon mari, tu sais. J'ai besoin que vous deux fonctionniez. Je lui ai dit que ça irait, et je le pensais. Je ne planifiais rien, mais j'ai pris une petite décision après cet appel. Laurence avait dit que Didier travaillait sur un gros compte. J'étais curieux, alors j'ai vérifié. Pas par des canaux détournés. J'ai juste regardé le calendrier de renouvellement de Vantage. Leur contrat avec nous était prévu pour une revue finale en septembre. Les décideurs de leur côté incluaient leur vice-présidente des opérations, une femme nommée Rachel Tang, et leur directeur informatique. Le grand compte de Didier n'était pas lié à nous du tout. Il poursuivait un accord de fourniture hospitalière. Mais le timing signifiait que, juste au moment où Didier essayait d'impressionner sa direction, la relation de son entreprise avec ma firme allait être la plus visible. Je n'ai rien fait de cette information. Je l'ai juste remarqué de la même manière que j'avais remarqué le badge au mariage. De la même manière que j'avais remarqué Laurence me demandant de me faire petit pour que son mari puisse se sentir grand. Je l'ai rangé, fermé mon ordinateur portable et commencé à réfléchir à ce que j'allais apporter au barbecue de Gérard. Une salade de pommes de terre. J'ai opté pour la salade de pommes de terre. Le genre de décision qui simplifie la vie. Le barbecue a eu lieu un samedi début juillet. Le jardin de Gérard était le genre d'aménagement que seul un retraité avec trop de temps et une carte de crédit LOS pouvait réaliser. Patio en dalles, guirlandes lumineuses, un fumoir qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il y avait environ 30 personnes au total. La moitié était la foule de Gérard, des voisins, quelques gars de son ancien travail, leurs femmes. L'autre moitié était notre famille, plus la mère de Didier, Sylvie. Je suis arrivé tôt pour aider mon père à installer des chaises pliantes. Didier et Laurence sont arrivés vers 13h. Didier portait un polo avec le logo de son entreprise, ce que j'ai trouvé être un choix pour un barbecue dans le jardin, mais je l'ai gardé pour moi. Il s'est approché, m'a serré la main et a dit « Eric, bonne mine, mec. Tu as fait quelque chose de différent? Une coupe de cheveux? Non. Ah. Eh bien, quelque chose est différent. Tu sembles plus grand ou quelque chose. » Il a souri et a débouché une bière. Sylvie est arrivée 20 minutes plus tard et l'énergie a immédiatement changé. Sylvie Blanc est le genre de femme qui complimente votre maison et suggère ensuite une rénovation dans la même phrase. Elle a serré ma mère dans ses bras, lui a dit que la salade de pommes de terre avait l'air courageuse, quoi que cela signifie, puis s'est tournée vers moi. Eric, mon chéri, comment va l'informatique? Didier dit que tu as été occupé. Ça va bien, Sylvie. Merci. Tu sais, mon neveu, Brandon, vient de s'y mettre. Il fait une sorte de camp de codage. Peut-être que vous deux pourriez vous connecter. Il pourrait probablement avoir besoin d'un mentor. Bien sûr, qu'il me contacte. Elle m'a tapoté la joue comme si j'avais 12 ans et est passée à autre chose. Laurence a croisé mon regard de l'autre côté du jardin et m'a lancé un regard mi-excuse, mi-avertissement. Je lui ai fait un pouce levé. Tout allait bien. Pendant la première heure, ce fut en fait un bel après-midi. Gérard faisait griller du brisket. Il y avait une glacière pleine de boissons et le temps était parfait. J'ai fini par discuter avec quelques amis de Gérard à propos de la pêche, chose dont je ne sais rien, mais je suis un bon auditeur. Didier, quant à lui, tenait la cour près du fumoir. Il avait cette façon de prendre le dessus sur un groupe,
non pas en étant plus bruyant que tout le monde, mais en ramenant chaque conversation à lui-même. En 45 minutes, je l'avais entendu raconter à 3 personnes différentes ses chiffres de vente, son nouveau leasing de SUV et un voyage de golf qu'il planifiait. Puis, il m'a trouvé. J'étais assis sur une chaise de jardin, mangeant une assiette de brisket et me mêlant de mes affaires, quand Didier s'est approché avec 2 gars que je ne reconnaissais pas. « Eric, tu as rencontré Kevin et Marc. Ce sont des amis de Gérard. » J'ai serré leurs mains. Ils semblaient être de bonnes personnes. Kevin travaillait dans la fourniture de plomberie. Marc était enseignant. Didier a posé sa main sur mon épaule et a dit de cette voix d'aîné serviable qu'il avait perfectionnée, « Eric ici est le plus calme de la famille. Il travaille dans l'informatique. Il fait tout fonctionner en coulisses. » Il m'a regardé et a souri. Toujours le même gamin discret de l'école, hein. Marc a regardé entre nous. Vous êtes allés à l'école ensemble? Le même lycée? Didier a dit, j'avais quelques années d'avance. Eric était plutôt du genre académique. Il a dit, du genre, comme on dirait, chat d'intérieur. Kevin a hoché la tête poliment. Marc a changé de sujet pour parler du brisket. Didier s'est éloigné pour rafraîchir sa boisson. Et je suis resté assis là, pas en colère, pas humilié, juste fatigué. Fatigué d'être géré, fatigué d'être la cible de quelqu'un. C'est alors que j'ai remarqué un gars que je n'avais pas encore rencontré. Il se tenait près de la table des boissons, parlant à la femme de Gérard. Grand, des lunettes, chemise boutonnée avec les manches retroussées. Il avait l'air de sortir tout droit d'un après-midi de samedi dans un espace de coworking. Gérard me l'a présenté quelques minutes plus tard. Eric, voici Nathan. Il habite 2 rues plus loin, fait quelque chose avec les ordinateurs. Vous pourriez avoir des choses en commun. Nathan Pilon. Nous nous sommes serrés la main et il a dit, quel genre de trucs informatiques? Cybersécurité. Je suis chef de division dans une firme appelée Greylin. Ses sourcils se sont levés. Pas de manière dramatique, juste assez. Greylin? Vraiment? Oui. Tu connais? Je suis consultant en informatique. J'ai déjà envoyé des clients chez vous. Vous avez fait le déploiement de points d'accès pour ce groupe hospitalier à Columbus, n'est-ce pas? C'était nous, mec. Le monde est petit. Il a étudié mon visage un instant. Attends, tu étais à ce panel au Midwest Cyber Summit l'année dernière? Celui sur les ransomware et les soins de santé? J'y étais. Nathan a ri et a secoué la tête. Mec, j'étais dans le public. C'était l'une des meilleures analyses que j'ai vues sur la prévention des mouvements latéraux. J'ai littéralement partagé tes diapositives avec toute mon équipe. J'ai dit merci et j'ai posé des questions sur son travail de consultant et nous avons entamé une vraie conversation. C'était la première fois de la journée que quelqu'un me parlait comme un père et non comme un accessoire. Nous en étions peut-être à 10 minutes quand Didier est revenu avec une bière fraîche. Il a entendu la fin de l'explication d'un projet sur lequel Nathan travaillait et s'est inséré comme il le faisait toujours. Nathan, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais encore? Consultant en informatique. Sympa. Sympa. Eric aussi. Vous pouvez geeker ensemble. Il m'a fait un clin d'œil. Nathan m'a jeté un coup d'œil. J'ai reconnu le regard de quelqu'un qui recalcule. Il s'est tourné vers Didier. Oui. Eric et moi parlions justement de son travail chez Greylin. Didier a hoché la tête sans expression. Greylin, son entreprise. Oh, d'accord. L'entreprise d'informatique. L'expression de Nathan a légèrement changé. Pas de jugement, plutôt de la curiosité, comme s'il regardait un documentaire animalier et ne parvenait pas à comprendre ce que faisait l'animal. Tu sais, Greylin assure la cybersécurité pour la moitié des systèmes de santé de la région, n'est-ce pas, a dit Nathan. Didier a haussé les épaules. Bien sûr, ça semble exact. Il n'en avait clairement aucune idée. Il y a eu un moment de silence gêné. Nathan m'a regardé. J'ai regardé mon assiette. Didier a pris une gorgée de bière, complètement inconscient de ce qui s'était passé, et a dit, bref, Eric, maman veut savoir si tu sors avec quelqu'un. Elle n'arrête pas de demander.
Dis à Sylvie que je me concentre sur mon truc informatique. Didier Harry. Classique Eric. Il s'est éloigné. Nathan l'a regardé partir, puis s'est tourné vers moi. Alors, il ne sait pas. Il ne sait pas. Comment est-ce possible? Ta famille, ça n'est jamais venu sur le tapis? Nathan m'a regardé longuement, puis a dit, mec, ce barbecue vient de devenir beaucoup plus intéressant. Je lui ai dit que non, pas vraiment. Je lui ai posé des questions sur ses enfants. Nous sommes passés à autre chose, mais je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux, et j'avais le sentiment que passer à autre chose n'allait pas durer. Nathan m'a semblé être le genre de gars qui raconte des histoires, et je venais de lui en donner une très bonne. Effectivement, environ 30 minutes plus tard, tout le monde s'est rassemblé autour de la grande table que Gérard avait dressée sur le patio. Nous étions peut-être 20 à nous serrer, à nous passer des assiettes de brisket et d'accompagnement, et la conversation était forte et facile et exactement le genre de bruit de fond où quelque chose peut s'échapper sans prévenir. Nathan était assis en face de Didier. J'étais à 3 chaises de distance, à côté de mon père. Sylvie était au bout de la table, parlant de son jardin, et puis je l'ai entendu. Nathan était au milieu d'une conversation avec Kevin et Marc, les mêmes gars que Didier m'avait présentés plus tôt, et je l'ai entendu dire assez fort pour que la table entende, « Attends, qui est intéressant à qui parler ? Eric, vous devriez lui demander à propos de son entreprise. » Didier a levé les yeux. Kevin s'est tourné vers moi, « Tu as une entreprise. » Avant que je puisse répondre, Nathan s'est penché en avant et a dit, et je jure qu'il n'essayait pas de provoquer quoi que ce soit. Il était juste sincèrement enthousiaste. Attendez. N'êtes-vous pas le gars qui a cofondé Greylin? La firme qui a été acquise il y a 2 ans. La table est devenue silencieuse. Pas un silence de film. Un silence de la vraie vie. Le genre où les fourchettes ralentissent et où les gens arrêtent de mâcher en plein milieu d'une bouchée parce qu'ils sentent quelque chose changer. Didier a posé sa bière. Ma mère m'a regardé, moi et Laurence. Le visage de Laurence est devenu complètement blanc. Je veux être clair sur une chose. Je n'avais pas planifié cela. Je n'ai pas dit à Nathan de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas mis en place un moment de gotcha élaboré. Un gars qui se trouvait être dans la même industrie s'est assis à une table et a dit quelque chose de vrai. C'est tout. Mais bon sang, le silence qui a suivi était quelque chose d'autre. Marc a été le premier à le rompre. Attends, tu as cofondé une entreprise qui a été acquise. Comme rachetée? Oui, ai-je dit. J'ai gardé ça simple. Mon colocataire de collège et moi l'avons démarré il y a environ 10 ans. Elle a grandi. Une plus grande firme nous a acquis il y a quelques années. Je suis resté pour diriger une division. Kevin a sifflé doucement. Quel genre d'entreprise? Cybersécurité. Nous travaillons principalement avec les systèmes de santé, les fabricants, ce genre de choses. La femme de Gérard, qui était assise à côté de ma mère, a dit, « Jim, tu savais ça ?» Mon père a bougé sur sa chaise. Je savais qu'il avait un bon travail. Eric n'en parle pas vraiment. Un bon travail, a répété Nathan, et je pouvais l'entendre essayer de ne pas rire. Eric a parlé au Midwest Cyber Summit. Son entreprise protège les réseaux hospitaliers dans 3 États. C'est un peu plus qu'un bon travail. J'ai lancé un regard à Nathan. Il a levé les mains. Désolé, juste rendre à César ce qui est à César. La table se réarrangeait en temps réel. Les gens me regardaient différemment, pas avec admiration. C'étaient des plombiers, des enseignants et des retraités, pas des capital risqueurs, mais avec la réévaluation silencieuse qui se produit lorsque vous réalisez que quelqu'un que vous ignoriez est la personne la plus intéressante à table. Et puis il y avait Didier. Il était assis directement en face de Nathan et son visage faisait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il passait par des expressions comme une machine à sous qui ne parvenait pas à afficher un résultat. Surprise, confusion, un éclair de quelque chose qui aurait pu être de la colère, puis celle qui est restée, un sourire tendu et contraint. Hein, a-t-il dit. Eric, plein de surprise. Sylvie, du bout de la table, s'est penchée en avant. Eric, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Nous demandons des nouvelles de ton travail depuis 2 ans. Vous demandiez des nouvelles de mon truc informatique, Sylvie. Et je vous disais que ça allait bien.
Ma mère a posé sa main sur mon bras, non pas d'une manière corrective, plutôt comme si elle se stabilisait. Laurence n'avait toujours pas parlé. Elle fixait son assiette, et je pouvais voir sa mâchoire travailler. Elle était furieuse, pas contre Didier, mais contre moi, parce que la seule chose que j'avais promise, rester discret, venait d'exploser. Et même si je n'avais pas été celui qui avait allumé la mèche, elle allait me tenir pour responsable. Le reste du dîner a été étrange. La moitié de la table voulait me poser des questions. L'autre moitié pouvait sentir la tension émanant de Didier et Laurence et ne voulait pas s'immiscer. Gérard, Dieu le bénisse, a maintenu la conversation en parlant de la température de son fumoir pendant 20 minutes d'affilée, ce qui était exactement le genre de sujet ennuyeux et neutre dont la situation avait besoin. J'ai aidé à débarrasser les assiettes après. Didier ne m'a pas regardé une seule fois. Ce n'est que lorsque les gens ont commencé à partir que Laurence m'a coincé près du portail. C'était délibéré, a-t-elle dit. Sa voix était basse et dure. Non. Tu as amené ce gars. Tu lui as dit ce que tu fais pour qu'il dise quelque chose. Laurence, j'ai rencontré Nathan il y a 2 heures. Il a reconnu mon nom parce qu'il travaille dans la même industrie. Tu aurais pu lui dire de garder le silence. Je l'ai regardé. Pourquoi ferais-je ça? Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a croisé les bras et a détourné le regard. Et quand elle a regardé en arrière, ses yeux étaient humides. Tu sais à quel point c'est difficile pour moi d'équilibrer tout? La famille de Didier, notre famille, gardait tout le monde heureux. Et toi, tu as laissé ça arriver. Je n'ai rien laissé arriver. Un homme a dit une chose vraie à voix haute. C'est tout. Tu aurais pu être plus prudent. Laurence, j'ai été prudent pendant 2 ans. J'ai supporté tous les dîners où ton mari m'appelait un technicien de support. J'ai laissé sa mère me tapoter la joue et me proposer de me connecter avec le camp de codage de son neveu. J'ai fait ça pour toi. Et la seule fois où la réalité se présente sans être invitée. Tu es en colère contre moi. Elle a essuyé ses yeux. Il est embarrassé, Eric. Oui, j'imagine qu'il l'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son embarras est son problème, pas le mien. Je ne lui ai rien fait. Il s'est fait ça à lui-même. Il a passé 2 ans à faire des suppositions et à les diffuser, et maintenant ces suppositions se révèlent fausses. C'est de sa faute. Elle a secoué la tête et est rentrée. Je suis resté près du portail 1 minute, écoutant les grillons, puis je suis allé trouver mon père pour l'aider à porter les chaises à son camion. Mon père n'a pas dit grand-chose sur le chemin du retour vers la maison de mes parents. Il n'a jamais été un grand bavard, mais quand nous avons déchargé la dernière chaise, il s'est arrêté et a dit, « Cette histoire d'entreprise, c'était vrai. » Oui, papa, c'était vrai. Il a hoché la tête lentement. Comment se fait-il que tu ne nous aies jamais raconté toute l'histoire? Je t'ai dit ce qui me semblait important. J'ai un bon travail. Je me porte bien. Les détails ne sont pas vraiment le but. Il m'a regardé comme il le faisait quand j'étais enfant, rapportant un bulletin scolaire. Pas fier exactement, mais satisfait. Comme si quelque chose qu'il avait soupçonné était confirmé. Ta mère va vouloir en parler, a-t-il dit. Je sais. Et ta sœur va être contrariée pendant un moment. Je le sais aussi. Il m'a tapé sur l'épaule et est entré. J'ai rentré chez moi ce soir-là, étrangement calme. Je n'avais rien fait de mal. Je n'avais pas eu besoin de le faire. La vérité avait simplement rattrapé l'histoire que Didier avait construite, et la collision était assez bruyante pour que tout le monde l'entende. Mais je savais que ce n'était pas fini, car Didier Blanc n'était pas le genre de gars qui pouvait absorber l'humiliation en silence. C'était le genre de gars qui avait besoin de rétablir l'ordre des choses. Il avait besoin de me remettre dans la boîte qu'il avait construite pour moi. Je ne savais juste pas jusqu'où il irait pour le faire. Je l'ai découvert 4 jours plus tard, un mercredi matin, ma collègue Hélène m'a envoyé un message sur Slack. Hey, truc bizarre. Quelqu'un chez Vantage Médical a posé des questions sur toi. Leur vice-présidente des opérations a reçu un appel d'un employé interne soulevant des préoccupations concernant un conflit d'intérêts personnel avec l'un de nos chefs d'équipe. Ils veulent s'assurer que le renouvellement du contrat n'est pas compromis. J'ai lu le message 2 fois. Qui était l'employé? J'ai tapé. Ils n'ont pas donné de nom,
mais la préoccupation était formulée comme un différend familial. Quelqu'un a dit que son parent travaillait dans notre entreprise et pourrait ne pas être objectif. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Didier n'avait pas seulement léché ses blessures et tourné la page. Il était allé voir la direction de sa propre entreprise et s'était plaint de moi. Il avait essayé de transformer la révélation du barbecue en un problème professionnel. Et ce faisant, il venait de se faire passer pour le problème le plus intéressant du service des ressources humaines de Vantage Médical. Laissez-moi vous expliquer ce que Didier a fait parce que la stupidité de la chose est presque belle. Il n'est pas allé au RH. Cela aurait été trop formel. Et Didier ne fait pas de formalité quand il est émotif. Ce qu'il a fait, c'est appeler son ami du département des opérations, un gars avec qui il jouait au golf, et se plaindre de la façon dont son beau-frère travaillait pour le fournisseur de cybersécurité et de la façon dont toute la chose était un conflit d'intérêts et que quelqu'un devrait y jeter un œil. L'ami golfeur, étant une personne raisonnable, l'a mentionné à son manager. Ce manager l'a mentionné à Rachel Tang, la vice-présidente des opérations. Rachel Tang était la personne exacte qui était sur le point d'approuver le renouvellement du contrat avec ma firme. Donc Rachel Tang avait maintenant une situation, pas une situation de conflit d'intérêts. Elle a enquêté et a confirmé que je n'avais aucune implication dans le compte Vantage. Division différente, équipe différente, pas de chevauchement. La situation réelle était que l'un des représentants des ventes de son entreprise faisait du bruit à propos d'une relation avec un fournisseur basé sur une rancune familiale personnelle. C'est le genre de chose qui rend la direction nerveuse. Non pas à cause du conflit, mais à cause du jugement. Je sais tout cela parce que Rachel a appelé mon patron directement. Mon patron m'a appelé. Il n'était pas inquiet. Il trouvait ça drôle, en fait, mais il voulait que je le sache au cas où ça s'aggraverait. Ça ne s'est pas aggravé. L'équipe de Rachel a renouvelé le contrat sans aucun changement. Je n'ai jamais été impliqué. Mais Didier a reçu un appel téléphonique très différent. D'après ce que j'ai reconstitué plus tard, principalement par Laurence, qui m'a finalement raconté toute l'histoire. Le vice-président de Didier l'a convoqué à une réunion et lui a demandé d'expliquer pourquoi il soulevait des préoccupations concernant une relation avec un fournisseur dans laquelle il n'avait aucune implication. Didier a essayé de le présenter comme une diligence raisonnable. Son vice-président a souligné que faire des accusations de conflit de fournisseurs basées sur des problèmes familiaux personnels était au mieux non professionnel et au pire une responsabilité potentielle pour l'entreprise. Il n'a pas été viré. Je tiens à être clair sur ce point. Mais il a été retiré d'un projet interdépartemental qu'il convoitait. Et son vice-président a noté dans son dossier un manque de jugement concernant les communications avec les fournisseurs. Pour un gars qui visait une promotion. C'était un coup de poignard. Didier m'a appelé ce soir-là. Je mangeais mon dîner, des restes de pâtes, rien d'excitant, et j'ai failli ne pas décrocher. Eric. Salut, Didier. Tu as fait ça. Sa voix était plate. Pas de cri. Pire. Contrôlé. Fais quoi? Tu sais quoi? Tu as fait en sorte que ton entreprise me signale. Tu leur as dit que je causais des problèmes. Didier, je n'ai parlé à personne chez Vantage. Je ne travaille pas sur ton compte. Je n'ai jamais travaillé sur ton compte. Alors comment ils savaient? Tu as dit à ton ami golfeur de soulever une préoccupation auprès des opérations. Les opérations ont parlé à ma firme. Ma firme a confirmé qu'il n'y avait pas de conflit. C'est toute la chaîne. Je n'y suis pas. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Tu dis que c'est ma faute. Je dis que tu t'es fait remarquer auprès de ta propre entreprise pour quelque chose qui n'était pas un problème. Je ne sais pas ce que tu t'attendais à ce qu'il se passe. Je m'attendais à ce que quelqu'un prenne ça au sérieux. Ils l'ont fait. Et ils ont conclu que tu étais le problème, pas moi. Il a raccroché. Pas d'au revoir. Pas de dernier mot, juste un clic. Laurence m'a appelé 2 jours plus tard. Cette conversation était différente. Elle n'était pas en colère. Elle était épuisée. Elle sonnait comme quelqu'un qui avait discuté pendant 48 heures d'affilée et avait finalement manqué de matériel. Il te blâme, a-t-elle dit. Je sais. J'ai essayé de lui expliquer que tu n'avais rien fait, mais il ne me croit pas. Tu le crois.
Elle a marqué une pause. Oui, je le crois. J'ai parlé à Nathan, en fait. Il se sentait très mal à propos de tout ça. Il a dit qu'il n'avait aucune idée que ça causerait tout ça. Ça n'aurait rien causé si Didier n'avait pas appelé son ami. Je sais. Sa voix s'est brisée un peu. Je sais, Eric. Je commence à réaliser que j'ai fait en sorte de gérer les sentiments de tout le monde sauf les miens et les tiens. Surtout les tiens. Je n'ai rien dit un instant. Oui, tu l'as fait. Je suis désolé pour les appels téléphoniques, pour t'avoir demandé de rester silencieux, pour ne jamais avoir corrigé Didier quand il disait ces choses sur toi. Merci. On est d'accord? Nous le serons. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vais plus me faire petit pour que Didier puisse se sentir grand. Si c'est un problème pour ton mariage, c'est une conversation que tu dois avoir avec lui, pas avec moi. Elle a dit qu'elle comprenait. Je pense qu'elle le pensait vraiment. Voici où les choses ont atterri. Didier et moi n'avons pas parlé pendant environ 3 mois. Laurence est venue seule aux événements familiaux pendant un certain temps, ce qui était gênant, mais honnêtement assez agréable. Mes parents ont géré ça comme ils gèrent tout, en faisant semblant que rien n'allait mal et en faisant trop de nourriture. Ma mère m'a finalement assis et a dit, « J'aurais aimé que tu nous parles de l'entreprise plus tôt. » Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'elle dise à Didier d'arrêter plus tôt. Elle n'a pas eu de bonne réponse à cela, mais elle a hoché la tête et je pense que ça a fait son chemin. Vers octobre, Didier est apparu chez mes parents pour un dîner du dimanche. Il était différent. Pas transformé. Les gens ne se transforment pas à 34 ans, mais plus calmes, moins démonstratifs. Il m'a serré la main et a dit, « Salut, Eric, pas de blague, pas de chichi, juste un salut. » À table, il m'a posé une vraie question pour la première fois. Laurence dit que ta firme travaille avec les hôpitaux. C'est surtout du côté de l'assurance ou du côté clinique? Infrastructure clinique, principalement les systèmes de dossiers médicaux électroniques, les réseaux d'appareils, ce genre de choses. Il a hoché la tête. Ça a l'air compliqué. Ça peut l'être. Cool. Ce n'étaient pas des excuses sincères. Ce n'était pas un moment digne d'une carte de vœux, mais c'était la première fois en 2 ans qu'il me parlait comme une personne réelle, et je pouvais voir Laurence regarder depuis l'embrasure de la cuisine avec une expression qui se situait entre le soulagement et la culpabilité. Sylvie, pour info, ne s'est pas ajustée. À Thanksgiving, elle m'a dit que je devrais utiliser mes relations pour aider Didier à trouver un meilleur emploi. Je lui ai dit que Didier semblait parfaitement capable. Elle a grommelé et est retournée critiquer la sauce de ma mère. Certaines personnes ne changent pas. On apprend juste à ne plus les attendre. Quant à moi, ma vie n'a pas changé du tout. C'est la partie difficile à expliquer. Je n'ai rien gagné du barbecue. Je n'ai rien perdu. L'entreprise était la même. Mon travail était le même. Ma maison de ville et ma Civic et mes parties d'échecs du jeudi soir avec Xavier étaient tous exactement les mêmes. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai cessé de porter l'histoire de quelqu'un d'autre sur qui j'étais. Pendant 2 ans, j'avais été un personnage dans la version de la réalité de Didier. Le beau-frère calme et sans succès qui le faisait bien paraître par comparaison. Et je l'avais laissé faire parce que c'était plus facile que l'alternative. L'alternative s'est avérée être un gars nommé Nathan qui a dit une phrase vraie lors d'un barbecue. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Pas un complot, pas une vengeance, juste la vérité qui remonte à la surface parce que vous avez cessé de la retenir. Je suis toujours calme. Je suis toujours discret. Je conduis toujours une Civic et mange des restes de pâtes la plupart des soirs, mais je ne suis plus la cible de personne. Et cela me suffit amplement.